J'ai fumé l'amnésie, mais je me rappelle de tout. Je suis parti la raison, rentré le matin, ma chérie s'inquiète. Oh, ils appellent manqué, elle croit que j'ai trompé. Elle me fait pas confiance, c'est que je suis méchant, mais... François Mbouandji, salut, j'espère que tu vas bien. Salut à toi. Merci de nous recevoir pour cette interview Distract dans ton quartier, ici à Vieux-Seux. Merci. Je te laisse te présenter rapidement. Bah écoute, je m'appelle François Mbouandji, petit Suisse, on va dire, comme on nous appelle en France. Anecdote pour ça, parce que je vais te dire pourquoi on nous appelle le petit Suisse. Et bien sûr, j'ai voulu que vous veniez me rejoindre dans mon quartier, parce que pour moi, c'est ici que ça a commencé, avant l'Afrique. Donc bon, on va revenir un petit peu sur ton parcours, mais avant ça, moi j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que toi, François Mbouandji, si tu n'avais pas été footballeur professionnel, qu'est-ce que tu aurais fait dans la vie? Sincèrement, je me voyais tellement jouer au foot que pour moi c'était une évidence. Mais pour l'anecdote, c'est que ma mère, en fait, elle voulait toujours trouver du travail pour moi. Elle me disait que tu veux faire policier, pompier, banquier. Elle trouvait en fait pour moi un métier à faire. Donc je pense que elle aurait pu choisir pour moi ce que j'aurais fait que moi-même. Ok. Bon, on va revenir sur ça. De toute façon, tu l'as dit, avant d'arriver en Suisse, tu as habité au Cameroun. À quel âge tu es arrivé ici à Genève? J'avais 7 ans, j'allais fêter mes 8 ans. Donc je suis arrivé ici au quartier de Vieux-Seux avec mon frère et ma sœur qui maintenant vit séparément. Donc on a tous grandi. Donc pour moi, le Cameroun c'était un pince-cœur parce que j'étais petit, c'était tous mes débuts. J'ai tout connu et je devais redécouvrir un autre pays et une autre culture. Ça a été dur l'adaptation de l'Afrique à la Suisse? J'ai eu la chance parce que je suis tombé dans un quartier parce que justement, pour moi, c'était ouvert avec plusieurs cultures. Donc c'était plus facile pour moi. Donc tu as commencé à taper tes premiers ballons ici, je nous ai dit voilà, dans cet espace-là où tu habitais notamment. Tu as commencé le foot à quel âge? Le foot dans un club, à quel âge? Je pense que je l'ai commencé aux alentours de 8-9 ans quand je suis arrivé parce que mon frère il était aussi à l'école de com. Au collège, pardon. Et avec ses amis, il avait on va dire, ils étaient entraîneurs de Perlis-Sartou. Donc ça faisait que pour moi, pour m'adapter, c'était mieux d'aller avec eux. Ils venaient me chercher en bas de la maison. Je jouais ici au quartier avec pas mal de jeunes du coin. Donc j'ai commencé ici, pieds nus, parce qu'au Cameroun, je jouais pieds nus. Hein. On n'avait pas vraiment de basket. Je pense que c'est bien parce qu'on sent mieux le ballon quand je joue pieds nus au début. Et ils m'ont directement dit qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais vraiment? Et dès que j'ai touché le ballon, par contre, j'ai mis tout mis d'accord. Ils ont dit, punaise, c'est bon. Continue à jouer pieds nus, on se met pieds nus pour toi et on continue à jouer. Ok. Donc, tu as commencé ici, à Perlis-Sartou, et après, tu as joué dans le club de ton quartier, Saint-Jean, qui est aujourd'hui l'Olympique de Genève. C'est ça? Exactement. Après, bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après Perlis-Sartou, j'avais des amis qui jouaient à Saint-Jean ici, dans l'immeuble. Et comme je jouais dans le quartier, on me disait que François, tu es vraiment, vraiment bon, va à Servette. Et j'ai demandé à mon frère c'est quoi Servette. Tous mes amis m'ont dit va à Servette, va jouer là-bas parce que c'est les meilleurs qui jouent. Et mon frère m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand j'étais petit. Il m'a dit je me suis renseigné, Servette c'est le meilleur club de la ville. Moi j'ai dit écoute je vais aller jouer avec mon pote à Saint-Jean parce que j'ai envie de jouer avec lui. Et après on verra par la suite. Et je suis allé à Saint-Jean et j'étais tout jeune par rapport à mon ami. Donc ça fait qu'en fait directement dès que je suis allé m'inscrire, ils m'ont dit non t'es trop jeune, tu vas avec les jeunes. Mais dès qu'ils m'ont vu jouer, ils m'ont mis directement avec les grands. Surclassé? Ouais, voilà, directement surclassé. Et ça a été souvent ça au long de la carrière. Tu as commencé direct en défense, tu savais que tu voulais être défenseur? Non, loin de là. Je ne savais pas défendre avant. Moi, j'étais plutôt ailier. Ok. Ailier gauche. Il y a beaucoup de joueurs, hein, ils ont ce profil-là. D'abord, ils ont joué. Exactement. Après, on les a fait reculer. Ailier gauche, ailier droit, je marquais pas mal de buts. J'aimais beaucoup faire des assists. Et quand je suis passé défenseur, c'est quand j'ai commencé mes premiers pas en professionnel. Ok. Et puis, donc, bon, Servette, tu les as quand même rejoints vers tes 12-13 ans, c'est ça? Ouais, parce que j'avais fait, d'abord avant ça, j'ai fait des très très belles saisons à Saint-Jean. J'ai fait notamment un tournoi en Italie, à Rimini exactement, et il y avait des grands clubs qui étaient là et j'avais fait un super tournoi. Vraiment, il y avait des grosses équipes qui voulaient me recruter pour leur centre de formation. Ils avaient aussi appelé chez moi, chez ma mère, mais comme ma mère ne connaissait pas vraiment le football, ce n'était pas son intérêt. Et il voulait justement me prendre pour aller au centre de formation, mais pour ma mère c'était un peu
compliqué, son fils vient d'arriver, il doit déjà partir, elle a refusé. Et beaucoup de gens de quartier, même des autres quartiers à côté, me regardaient beaucoup jouer, me félicitaient beaucoup. Et venaient aussi sonner chez ma mère pour me dire il faut que ton fils, tu l'envoies en centre de formation en France. Mais elle ne connaissait pas, donc je ne peux pas l'en vouloir, c'est une protection. On peut dire. Bah ouais, c'est normal. Donc pour moi, c'est plus facile maintenant de dire oui, ta destinée était un tel. Il y a eu beaucoup d'appels de phare. Et pour moi, c'est jamais lâcher et travailler. La France, tu la rejoins quand même plus tard dans ta carrière. On va faire un petit saut dans le temps parce que après tu vas nous emmener dans un deuxième lieu très important pour toi. Je te propose d'aller s'asseoir. Okay. On va parler de la France justement. François, on le disait, donc tu as rejoint la France en 2013, c'est ça? Tu as passé de nombreuses années à Toulouse. Parle-nous un petit peu de ton arrivée en tant que Suisse. Tu disais, on perçoit un petit peu différemment. Comment tu es perçu quand tu es Suisse? La culture est assez similaire, mais pour eux, tu es comme un étranger. Donc comment tu as été perçu toi à ton arrivée? Mais tu sais, pour moi, avant de partir en France, j'étais à Servette. Pour moi, j'ai fait un peu le tour. Et pour moi, c'est mon club, tu vois. C'est vraiment mon club de cœur. Et j'étais prêt à partir à essayer l'étranger. J'avais pas mal d'opportunités. Mais après, c'est arrivé à Toulouse. Et j'ai eu le coach au téléphone. Il s'appelait Casanova à l'époque. Maintenant, il était entraîneur à Lausanne. 6 mois. Ouais. Et il m'avait dit quelque chose. Directement, il m'a dit écoute, j'ai vu tes vidéos, je t'ai vu, on t'a supervisé. Tu es bon joueur, mais par contre, il n'y aura pas de cadeau. Tu n'auras pas de cadeau, passe droit, etc. Tu es un petit Suisse, tout ça. Tu vas dire, après, tu vois, tu arrives dans. Donc c'est lui qui t'a dit ça? Ouais, mais en fait, lui, il n'a pas dit ça directement, mais quand tu arrives là-bas, les joueurs t'appellent direct petit Suisse. Oh, il y a mon petit Suisse, tu vois. Oh, mon petit Suisse. Et directement, tu vois, nous, on a toujours ce complexe de dire pourquoi ils nous appellent petit Suisse. Mais parce que le Français, il est fier. De base, il est fier. Et il peut être arrogant, mais en même temps, il te le montre qu'il est bon. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que il y a une partie du côté français que je peux admirer, et une partie qui est un peu, tu vois, à laisser tomber. Et bon, justement, c'est arrivé. Voilà, c'était une journée terrible parce que j'ai dû voyager à Toulouse. Tu vois le petit nouveau, tu rêves championnat suisse, comparé au championnat français. Tu vois, c'est quand même la Ligue 1, c'est quand même. Tu as dû te battre. Voilà. C'était compliqué au début. C'était compliqué. En plus, le niveau aussi, le rythme, j'arrivais, vraiment, j'étais niveau physique. Ah ouais, carrément. Oh là là, je veux dire, mais c'est une heure. Je me suis dit, mais merde, c'est quoi ça? Mais je savais que par contre, si je travaillais, j'allais progresser. Si je travaillais vraiment, j'allais progresser. Après, malheureusement, première année, j'ai blessure. Ouais, c'était compliqué. Tu te poses beaucoup de questions dans la tête, tu vois. Tu te dis, bon, j'avais signé 4 ans quand même, mais tu te dis, voilà, ça change vite parce qu'eux aussi, ils peuvent avoir d'autres joueurs. Etc. J'avais posé une question au coach parce que je lui ai dit écoutez, je vais partir en vacances, dites-moi qu'est-ce que vraiment je dois travailler parce que je vais me développer et je vais revenir en bombe l'année prochaine. Je l'ai fait comme ça. Et il m'a dit quelque chose, il m'a dit mais François, écoute, c'est simple, tu as toutes les qualités. Tu es physique, technique, intelligent jeu, belle patte gauche, tu as tout pour toi, mais libère-toi en fait l'esprit. Il m'a dit libère-toi l'esprit parce qu'au final, tu joues, tu te poses tellement de questions dans la tête et c'est fait qu'en fait, tu bloques ton jeu. Et j'avais de la peine à comprendre ça en fait à l'époque. Tu as dû te libérer totalement, te lâcher sur le terrain. Mais même quand l'année suivante je suis revenu, je ne m'étais pas encore totalement libéré. Mais j'ai réussi à libérer une petite partie. Mais cette petite partie m'a permis d'être titulaire 33, 34 matchs ou 35 matchs, je ne sais plus, dans la saison. Tu as commencé à faire ta place vraiment à place. Et après ça, en fait, le problème, c'est que dans le foot aussi, on se connaît tous, un joueur, il y a beaucoup de jalousie. Hein. Et le problème, c'est que comme dans cette saison, j'étais vraiment assez performant, tu vois. Et le coach aussi, il n'arrêtait pas de remanier dans le vestiaire. Quand on perdait, oui, les gars, il faut se bouger. À part un joueur qui joue bien, il dit ton nom. Donc ça aussi, tu vois, un peu de mal vu, tu vois, dans le vestiaire. C'est valorisant, mais à la fois, en même temps, tu vois. Ça peut être problématique. Ouais. Non, donc c'est plutôt par rapport à ça. Mais sinon, après, j'ai dû me battre. J'ai pu avoir ma place, aussi mon trop fan justement qu'ils pouvaient compter sur moi et j'ai essayé de donner le maximum à Toulouse. Donc, quelqu'un qui t'a marqué à Toulouse lors de ton passage là-bas? Joueur, pas joueur ou bien tout? Entraîneur, joueur? Ouais, moi j'ai pas mal d'amis aussi là-bas, je vois pas mal de personnes qui m'ont marqué. Mais ce qui m'a marqué, c'était quand même mon pote Ben Yedder, tu vois. Parce que c'est vrai que tout le monde parlait de lui. Joueur extraordinaire, etc. Et c'est le cas. Mais au final, ce que j'ai vu chez lui, c'était la finition. C'est un tueur. Sur 2 actions, je crois qu'il en met 3.
C'est un excellent joueur. Hein. C'est le futsal, beaucoup de gens parlent de ça, c'est le futsal qui l'a amené ça et voilà, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui il en est là comme un des tout meilleurs attaquants du championnat. Mais pour moi, excuse-moi de te couper, mais pour moi, un joueur qui m'a vraiment impressionné, c'était un Argentin. C'était Oscar Trero. Ouais, mais si vous vous renseignez, mettez sur internet Oscar Trero, c'était vraiment pour moi un phénomène. Il était vraiment fort. Ok, donc Ben Yedder et Oscar Trero. Et il y a eu Pascal Duprat aussi qui a été ton entraîneur. On entend souvent parler de lui comme quelqu'un de avec un grand caractère. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de lui? Tu as défini, hein. En 2-3 mots, tu as dit grand caractère, vraiment un gros caractère, mais après c'est une personne très gentille et très cultivée par contre. Il est très cultivé, il peut avoir des conversations sur tout, il peut t'apporter sur tout et c'est une personne assez autoritaire. C'est un meneur d'hommes, c'est pour ça que vraiment la saison on a pu se sauver là. 2015-2016, c'est ça? Ouais, vraiment, on a vraiment pu se sauver, c'est parce que c'était vraiment meneur d'hommes. Vraiment la saison, je te jure, hein, on était à la descente. Mais pourtant on avait une super équipe, des super joueurs. Aujourd'hui, un gars il joue au Barça, à Barsouet, l'autre Ben Yedder qui joue à Monaco. Et je te dis encore, il y a d'autres joueurs, il y a encore d'autres joueurs que je peux citer, mais on avait vraiment une bonne équipe. Et je crois que cette saison-là, vous maintenez à la dernière journée, victoire face à Angers, 3-2. C'était incroyable. Avant ça, il restait 10 journées, Pascal Duprat arrive et il dit dans le vestiaire, j'arrive dans le club pour signer, on ne fait que me parler de Ligue 2. Parce qu'en fait, même le club se préparait à descendre. Tu comprends ce truc? Nous, les joueurs, on avait déjà la mentalité en bas, à cause des fans aussi, c'était difficile. Mais le club aussi se préparait déjà à la Ligue 2. Et lui, il a dit, je viens d'arriver, il reste 10 matchs, il reste des points à prendre, on me parle de la Ligue 2. Et niveau points, c'est faisable. Et premier entraînement, le gars il tombe. Problème de cœur. On doit aller jouer à Marseille. Et par rapport à ça, je ne sais pas, c'est un truc dans sa croyance, dans sa façon de parler, dans sa motivation, il nous a pris. On va à Marseille, on fait un match nul. Et après, ça revient travail. Après, on a fait un parcours de champion. Parce qu'en 10 matchs, je ne sais pas combien de matchs on a gagné, mais en tout cas, c'est vraiment un parcours de champion. Quoi. Presque un espoir. Ouais, c'est vraiment un espoir. Et la dernière journée, c'est ce que Angers, justement, j'avais Luxus cette épaule et aussi cette épaule. Donc pour moi, je ne voulais même pas jouer. Mais ce qu'il a fait, vraiment la façon qu'il te parle, la manière qu'il t'amène, tu as envie d'aller au combat quand même si tu as mal. Et il nous a fait quelque chose qui nous a tous marqués, je pense. C'est ce qu'il a fait passer les vidéos de notre famille en nous encourageant, chacun joueur. Okay. Et son discours, parce que ça passe partout sur beIN Sport aussi, son discours et la façon qu'il nous amène le truc, il nous motive, il nous galvanise. Et on arrive, le scénario il est bizarre parce qu'on perd, après on marque, on égalise. Et c'est dernier but à la fin, parce que tu vois, il a ce truc, il appelle le joueur Boudigé, comme ça, dans sa tête, on le voit dans l'image, il l'appelle, il dit, tu vas faire quelque chose, c'est toi. Il y a vraiment une sorte d'âme en fait. Ouais, il avait ça en fait, ce moment-là, c'était particulier. Et le gars, il entre à la fin parce que Lyon devait gagner, mais malheureusement, il ne gagnait pas. Donc ça fait qu'on était obligation de gagner. Pas faire match nul. À l'extérieur. Ouais, à l'extérieur. Et se met ce coup franc extraordinaire qui nous libère. Mais on dirait qu'on avait gagné la Ligue 1, c'était incroyable. Mais c'est ça, souvent on dit voilà, le foot c'est les trophées, le foot c'est que la Ligue des Champions, mais c'est pas vrai. C'est les émotions à la base. La base, le football c'est les émotions. Les fans aussi ont des émotions. Mais à ce moment-là, les fans, c'était quelque chose d'incroyable. Pour eux, c'était. Ah ouais, j'imagine. Un club comme Toulouse en plus, qui est un grand club, bon, qui est redescendu en Ligue 2 depuis, qui est remonté. Donc il y a une histoire et je pense que ce genre d'histoire, c'est beau d'entendre ça aussi. Savoir qu'un entraîneur, il a vraiment une âme et que ça transforme une équipe, c'est. Non, en tout cas, c'était la personne adéquate à ce moment. Et bon, toi, ça t'as un très beau passage à Toulouse qui t'a amené vers l'équipe de Suisse. Tu es le premier joueur qu'on interviewe sur Distract qui a joué avec la Nati. Parle-nous un petit peu de tes débuts, il me semble que c'est en 2016, c'est ça? Avec l'équipe de Suisse? Ouais. 2004. Attends, je ne me trompe pas, non, 2016 peut-être, ouais. 2016 ou 2015, je ne sais plus exactement. Il faut que je me renseigne, il faut se renseigner. Sincèrement, je ne me rappelle plus. Mais c'était contre la Lituanie, je me rappelle très bien. Lituanie, match, exactement. Ouais. Et c'était incroyable parce que je partais de Suisse et en étant espoir. Suisse, au moins M21. Et j'avais plein de rêves dans la tête, justement, de pouvoir un jour jouer pour la Nati et porter le maillot. Et c'est arrivé très bizarrement parce que j'étais à un match, je jouais super bien et mon coach me faisait que des compliments, tout se passait super bien. Et
J'étais à un restaurant avec mes amis à Toulouse, posé, et j'ai reçu un appel. Je ne connais pas le numéro, donc j'hésite à répondre. Ouais, moi aussi, c'est comme ça. Moi, quand je vois un numéro, je connais pas, j'ai pas envie de répondre. Après, j'ai dit, vas-y, je réponds quand même. Et c'était le coach, mais il parlait pas très bien français. Ouais, Petkovic, ouais. Et je me dis, oui, allô. Après, il me dit son nom, etc. Mais le problème, c'est que je ne connaissais pas son nom. Tu vois ce que je veux dire? Je ne connaissais pas son nom. Je ne savais pas que c'était lui l'entraîneur de l'équipe nationale au début, tu vois. Ok. Et moi, je connais Perdu Tami, je connais un peu des jeunes, tu vois. Et il m'a parlé un peu, il m'a dit que oui, il voulait que j'intègre l'équipe nationale, sans stress, j'avais le choix, etc. Il m'a parlé aussi qu'il y avait Rodriguez et que oui, il était le temps de jeu pour me montrer. Et moi, j'étais tout content, tu vois. Donc j'ai dit, pas de souci, j'ai envie de venir, j'ai envie de découvrir. Parce que la plupart de ces joueurs, certains, je les connaissais aussi en moins de 21. Donc c'était plutôt une logique pour moi de continuer. Mais même si quand j'étais entre guillemets plus jeune, hein, on va dire 18 ans, un peu grand âge, je pensais beaucoup aussi au Cameroun. Ouais, j'allais te demander, est-ce que tu as pensé au Cameroun? Ouais, avant ça, je pensais beaucoup au Cameroun, beaucoup au Cameroun. Après aussi, avec le temps passé ici, développer beaucoup de choses. La Suisse m'a apporté beaucoup aussi, donc tu vois. Donc c'était une manière de rendre un petit peu l'appareil. Okay. Ouais. Le problème, c'est qu'on parle souvent des buts nationaux, mais on est Suisse aussi. Voilà. On est fiers de porter le maillot de Suisse. Tu vois, ça veut dire que si on a choisi la Suisse, c'est qu'on a choisi aussi notre pays. Donc il ne faut pas que les gens ils pensent que buts nationaux, c'est qu'on a choisi par défaut ou quoi que ce soit. Non, c'est un choix qu'on fait aussi. C'est ton pays. Bah oui, voilà, exactement. Tu voulais rendre l'appareil. Voilà. Exactement, donc c'est important de dire ça. Mais après, quand on voit sans la presse attaquer un seul joueur ou bien certaines personnes, c'est un peu plus différent. Il faut rester soudé et pour nous les joueurs, on le prend un peu mal parce que c'est difficile de voir les choses de leur sens. Et bon, ça t'a mené à jouer l'Euro en 2016. Et puis, il y a eu la Coupe du Monde qui est, je pense que ça doit être incroyable de jouer la Coupe. Mais tu sais que comme tout gosse, hein, je sais pas si toi tu as aimé le foot aussi, mais en tout cas comme tout gosse, tu à la télé, Coupe du Monde ça s'arrête. Tu vois, Coupe du Monde, tu vas plein palais, tu vas regarder les matchs. Tu vois, c'est ça en fait le kiff, dire que frère, même moi je ne me rendais pas compte, mes amis m'ont dit mais tu ne te rends pas compte maintenant, mais plus tard tu te dis frère, tu as fait la Coupe du Monde. Combien de personnes ont fait dans la Coupe du Monde que ceux qui jouent au foot, tu vois. Mais c'est un kiff depuis petit. Pour moi, c'est dire que wow, je profite de tout ce que j'ai, je suis un gars plutôt tranquille. Tu vois, donc je suis plutôt content de ça et j'espère qu'il y aura plein d'autres aussi du quartier ou bien ceux qui ont du talent pour pouvoir découvrir ça parce que c'est énorme. Et justement, durant cette Coupe du Monde, il y a eu ce fameux match polémique, on peut dire, face à la Serbie, avec une victoire au bout du fil, but de Shaqiri à la 90e minute. Parle-nous un petit peu de ce match complètement fou. Bah, ce match, j'ai suivi du banc, tu vois. Et déjà, à la base, il y avait une atmosphère. Un contexte spécial. Ouais, c'est vraiment spécial. C'était à Kaliningrad, il me semble, il y avait beaucoup de Serbes aussi. Tendu, c'était un peu tendu. Ça se voit qu'il y avait des tensions ce match. Ça marque des deux côtés. Et bon, on pensait que ça allait finir match nul peut-être. Mais après, avec ce but à la fin et cette célébration à la fin qui a fait le tour. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, c'était pas que, on va dire, ceux qui viennent du Balkan qui ont fait ce signe, tu vois. C'est que ça a pris tout le monde. Parce qu'en fait, on était tous dans cette énergie, en fait. C'est l'atmosphère qui nous a tous pris. On était tous contents de gagner ce match. Je me souviens même de Lichtsteiner, il avait fait ce geste. Parce qu'aussi, il y avait la qualification, donc tu passes aussi au step suivant, tu vois. Donc, c'était un moment particulier parce que même nous, du banc, ce deuxième but, on a pu se fêter par la victoire parce qu'on a tous couru sur le terrain comme si, tu vois. Non, mais je me souviens des. Et après, comment le groupe il a vécu cette polémique? Ouais, vraiment c'était difficile parce que parce que ce qui est dit, c'est pas vraiment pour ça qui était fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'après ils essaient de viser pas mal certains joueurs et c'est difficile parce que quand tu es une équipe, il faut rester soudé. Ouais, moi, je me souviens à l'époque, beaucoup de gens après qui sont servis pour remettre en question les joueurs binationaux, comme toi, mais c'était plus visé contre les joueurs balkaniques. Et puis bon, il y avait la qualification quand même ensuite. Et donc ce match face à la Suède, cette défaite, on peut dire rageante, comment le groupe il l'a vécu? C'est bête parce que le but qui marque, en fait, on peut l'éviter. On peut l'éviter et surtout qu'on dit qu'on pouvait aller plus loin. Tu vois, on pouvait aller plus loin, on est passé vraiment de ça et ça nous a fait mal parce qu'on se voyait vraiment plus loin. Et après, tu dois vite tourner tu vois, la page parce qu'il y a d'autres choses qui t'attendent de derrière et on passe à autre chose.
passer à autre chose, on va le faire aussi. Nous, voilà, comme j'ai dit, on va aller dans un autre lieu. Tu vas nous amener à Meyrin, au stade des Arbères, un endroit très particulier pour toi. On va y aller, on vous emmène avec nous et on se retrouve là-bas. C'est Kylian Mbappé. Mais qu'est-ce que c'est? Johnny Kroos. On l'a dit, c'est Kylian Mbappé. Vous connaissez pas, il vient du même C'est Shaqiri. Non, Shaqiri. Non, c'est Lionel Messi. La nouvelle génération, ils ne connaissent plus qui a évolué dans leur Il quartier. vient de votre Ok, quartier, hein, c'est vous qui, connaissez pas. C'est Moubanjo. Tu connais pas? Il a joué avec l'équipe de Suisse, il a joué la Coupe du Monde. Et tu connais pas? Parce que j'ai petit, c'est qui? T'aimer toute la vie, je peux pas t'aimer toute la vie. Je mets des distances, toi tu te rapproches, je crois que t'as pas compris. Je peux pas t'aimer toute la vie, je peux pas t'aimer toute la vie. Je mets des distances, toi tu te rapproches, je crois que t'as pas compris. Non, mais attends, là, il y a notre grand président. Là, il y a notre grand président. Le seul et l'unique. J'ai ma place, le cœur est froid comme la glace. Maman, si t'as vu son anneau, pourtant. Donc François, là on se retrouve au stade des Arbères, à Meyrin, une partie importante de ta carrière pré-carrière. Donc toi, après Saint-Jean, tu es allé au Servette FC et tu t'es retrouvé ici à Meyrin. Explique-nous un petit peu ce passage ici et cette transition. C'est que j'ai commencé à Saint-Jean et Servette m'a recruté ici très jeune, directement avec M. Christian Lanza, qui est assez un gros passage dans cette période de ma jeunesse. Le loup blanc. Ouais, bravo. Ah, tu connais son nom, Bah oui, bravo. tout le monde. Ah, c'est bien. Le football genevois, il est important. Exactement, et après, ça s'est un peu mal passé avec un autre entraîneur à Servette, donc j'ai préféré quand même partir et je me suis retrouvé à Meyrin. Et j'ai eu une accueil très chaleureux ici. Ils ont cru en moi, ils m'ont laissé progresser et ils m'ont laissé ma chance. Et donc après ce passage ici, voilà, comme j'ai dit, hein, c'est vraiment une bonne partie de ta pré-carrière. Qu'est-ce que ça te fait toi de revenir ici? Quand on est arrivé, tu as croisé pas mal de gens, c'est assez spécial pour toi? Surtout c'est spécial parce que ça fait très longtemps que je ne suis pas revenu. Je pense qu'après mon départ de la France, en France, je n'ai pas eu le temps de revenir vraiment à Meyrin. Et en plus aujourd'hui j'ai la chance d'avoir rencontré beaucoup d'anciennes personnes de Meyrin et cet accueil en fait c'est énorme. C'est comme si j'étais toujours ce petit qui évoluait dans le club. Non mais c'est incroyable et surtout que cette fierté qu'ils donnent. Parce que quand tu les entends parler, c'est une fierté. Mais ouais, voir l'évolution d'un joueur, tu vois, tu vois le joueur qui a joué ici et il a fini avec l'équipe nationale, forcément c'est quelque chose de spécial autant pour eux que pour toi. Hein. Ouais, bien sûr, parce que je pense que c'est toujours un rêve de gosse. Hein. Un rêve de gosse, c'est arriver à toucher les sommets et rester le plus longtemps possible. Et je pense qu'eux aussi, ils sont très fiers de pouvoir le dire à d'autres joueurs pour qu'ils rêvent. Et de moi, en venant d'ici, c'est aussi comme si je chantais à la maison. Donc toi, ce passage à Meyrin, il t'a resservi dans ta carrière pour aller avec Servette et faire tes débuts en professionnel. Toi, est-ce que tu éprouvais une certaine rancune à l'égard du Servette FC un petit peu? Quand j'ai quitté le Servette, c'est parce qu'avec un entraîneur, ça se passe un peu très mal, un peu, on va dire. Et j'étais ce garçon timide. À l'époque, je n'osais pas trop m'exprimer, je laissais couler. Et j'étais triste parce que voilà, je ne peux pas m'exprimer, je ne peux pas exprimer mon football. Et j'avais une croissance assez lente. Donc j'ai grandi un peu tardivement. Et au final, quand j'ai coupé Servette, je me suis déconnecté en réalité de Servette. Je ne savais plus ce qu'est l'actualité de Servette, je ne regardais plus et je me focalisais sur Meyrin. Et je faisais mon travail ici avec les personnes qui voulaient de moi, qui rêvaient pour moi aussi. Tu croyais encore à ce moment-là à un avenir dans le football? Ah oui, non, parce que moi j'ai quitté Servette que je ne croyais pas. Non, pour moi c'était une évidence. Comme je t'ai dit dès le début, hein. Quand j'étais petit, on me posait la question, tu sais ce que je veux faire? C'est jouer au foot. Mais j'étais persuadé, tous les gens qui me regardaient me disaient en même temps tu étais persuadé de jouer au foot. Mais je savais que j'allais jouer au foot. Et ça s'est réalisé vraiment grâce au Seigneur aussi, merci beaucoup. Et j'ai eu cette opportunité et j'ai travaillé et c'est beaucoup de sacrifices. Donc tu as fait tes débuts avec le club de ta ville, le Servette FC. Il y a eu la montée aussi. Un moment particulier sur ton passage avec les Grenats? Un moment particulier, ça fait partie aussi de la montée. Mais c'était le jour où ce que aussi symbolique, c'est quand ma maman elle est venue voir mon match. Parce qu'avant ça, elle n'était jamais venue regarder mes matchs.
Et pour elle, le football, c'était pas plus que ça. C'était le match de la montée? Je ne me rappelle plus si c'est exactement le match de la montée, mais si c'est pas celui-là, c'est un match qui s'approche, en tout cas. Mais c'est qu'elle est venue me voir. À ce moment-là, elle ne connaissait pas grand-chose de football, mais elle m'a vu jouer au terrain. C'était un centre d'accomplissement. Ouais, elle a adoré. À la fin, les gens l'ont porté. Vous voyez, vraiment, qu'on l'a adulé, vraiment. Et depuis ce jour-là, je te jure qu'elle lâche plus le football. Ok. Elle est fan numéro 1, elle m'écrit, elle me fait des retours après match. Non, mais c'est passé du yin au yang. Ouais, mais c'est symbolique, comme tu dis. Ouais, c'est un match qui fait changer, que elle qui ne voyait pas forcément ton avenir dans le football, ça a totalement tourné. Et ce match face à Bellinzone, il me semble que c'est en 2011. Ouais. Parle-nous un petit peu de ce jour, parce que moi je me souviens, j'étais au stade. Même j'avais tenu la main aux joueurs. Pour l'entrée au stade. On a dû se croiser du coup. Bon, à l'époque j'avais 9 ans, mais on a dû se croiser. Parle-nous de ce match, parce que ce match c'est quand même assez spécial. Hein. C'est assez spécial. Ouais, écoute, c'est un match très spécial parce que le match avant, je devais jouer, mais je me suis blessé, j'avais mal au genou parce que j'avais joué énormément de matchs avec Servette et j'avais besoin du repos. Et ce match-là, il m'a mis au repos. Et une anecdote, dans ce match, mon grand frère se mariait aux États-Unis. Et j'étais triste parce que je ne pouvais pas participer à ce mariage, parce qu'en même temps j'avais un match important et je me concentrer dessus. Et j'ai dû faire des injections pour que je puisse jouer le match retour. Et le coach m'a dit après ce match à Bellinzone, parce que c'était un match difficile, je crois qu'ils ont fait un partout. Un match aller, ouais. Voilà. Et il m'a dit, il me vient vers moi et il dit François, il faut que tu joues. Il faut que tu joues, on a besoin de toi. Et j'étais déterminé, j'avais envie de jouer. Et après ce match, j'avais un peu mal. Rufi, après, mon ami Rufi, on parlait beaucoup ensemble. On était excités parce que c'était ce pas vers la Super League. Et on n'a laissé aucune chance. On était prêts. C'était un match, c'était le retour en Super League du grand Servette FC. Et ça devait être un moment marquant un petit peu dans ta carrière. Comme tu dis, avec la relation avec ta mère, ça a marqué un tournant. Et donc après, bon, il y a eu cette montée avec Servette. On a parlé de ton passage à Toulouse. Et puis en 2019, tu signes en Croatie, au Dinamo Zagreb. Qu'est-ce qui motive un joueur à partir en Croatie? Qu'est-ce qui motive? Sincèrement, il n'y avait pas vraiment de motivation. Ma motivation, c'est que j'ai passé tellement d'années à Toulouse. De la manière que je suis parti, ça m'a un peu affecté et ça m'a un peu blessé par rapport au football. Et après ça, j'ai pensé directement à la famille. J'ai dit ma priorité, c'est moi le football et j'ai mis ma priorité à la famille. Donc en fait, ce qui rend compte, c'est que oui, Dynamo, c'est un grand club. C'est le plus grand club croate quand même. Et qui joue la Ligue des Champions ou bien l'Europa League, ça c'est indéniable. Mais j'ai fait un choix parce que voilà, il fallait que contractuellement, je remplisse plus les poches et pense aussi à l'avenir, à l'investissement. Et c'est l'équipe aussi à ce moment-là qui me donnait plus, alors que oui, j'aurais pu aller en Espagne, j'aurais pu rester en France. Donc c'était un choix avec des perspectives d'avenir, on peut dire. Plus d'avenir parce que aussi, pour moi, c'est quand même un club qui joue la Ligue des Champions, un club qui joue l'Europa League, donc ça reste quand même un truc compétitif. Donc, tous les parties étaient gagnants? Normalement, ouais. Et c'est bien parce que bon, on va pas dire que c'est rare, mais des fois les joueurs ils ont un peu de peine à l'avouer ou à le dire. Toi tu le dis comme ça et bon, je pense que ça a quand même dû être une très belle expérience. Non, c'est une très belle expérience, on va dire pour moi en dehors du football. Ok. Parce que football sans parlant, c'était pas une bonne expérience. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées là-bas qui pour moi sont incohérentes et c'est dans le football comme ça se passe. Il n'y a pas vraiment d'explication à avoir pour ça, mais en dehors du football, vraiment j'ai rencontré des belles personnes et partagé pas mal de choses. Et suite à cette expérience en Croatie, tu t'envoles pour la Turquie, à Alanyaspor, c'est ça? Parle-nous un petit peu du football en Turquie. On parle souvent de l'ambiance dans les stades, de la ferveur qu'il y a autour des clubs. Comment toi tu l'as ressenti quand tu es arrivé là-bas? Directement, donc avant que j'arrive, comme d'hab, pour un footballeur, c'est les réseaux sociaux, on t'harcèle, bravo, viens ici, viens à Beşiktaş, viens avec Galatasaray, viens ici. Et quand tu sais l'Alanya Sport, tout le monde est content. Je me suis dit, j'avoue, de base, je ne connaissais pas Alanya, la ville. Je ne connaissais pas, je connaissais Antalya, mais Alanya, je ne connaissais pas. Donc mon frère a fait un peu de recherche.
Il m'a dit que c'est un très bel endroit. J'ai parlé au coach, aussi qui me voulait absolument. Et donc aussi cette confiance directement qu'il m'a donnée. Ça m'a senti libéré, parce que j'ai besoin pour un joueur, quand tu es libéré, tu peux faire de belles choses. Donc pour moi, c'était une saison aboutie. Et je me voyais vraiment qu'on peut rester là-bas, vraiment, si on arrive à trouver une bonne entente. Mais malheureusement, Dynamo a voulu que je revienne à la maison. François, ton aventure turque, elle se termine maintenant, tu es en fin de contrat. Tu es donc, alors, en tout cas où on tourne cette vidéo, un joueur libre. Je te souhaite tout le meilleur pour toi, une bonne suite de carrière, fin de carrière, aussi tout le meilleur. Merci d'avoir accepté cette interview avec Distrac. C'était un plaisir et tout bon pour la suite. Merci en tout cas de m'avoir été. Le plaisir est partagé vraiment et j'ai passé un agréable moment et une très belle interview en tout cas. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup.